Le monde de l'investissement, parfois on a l'impression que c'est une langue étrangère, pas vrai? Eh bien c'est un peu le cas. Aujourd'hui on va justement décrypter 5 de ces langues financières. L'idée c'est de voir chaque grande classe d'actifs comme une langue à part entière, avec ses propres règles, ses subtilités, pour devenir en quelque sorte un investisseur polyglotte. Cette phrase, elle résume parfaitement notre approche. Finalement, un bon investisseur, il ne mise pas tout sur une seule et même stratégie. Non, la clé, c'est de devenir multilingue, de maîtriser plusieurs langages pour savoir exactement lequel utiliser et surtout à quel moment. Alors, voilà le plan de match. On va plonger dans le langage de la croissance, celui de la stabilité, du tangible et même celui du futur. Et puis à la fin, le plus important, on verra comment on peut mélanger tout ça pour composer un portefeuille qui a vraiment du sens. Allez, c'est parti. On commence tout de suite. Notre première langue, et c'est sans doute la plus parlée dans le monde de l'investissement, c'est celle de la croissance, les actions. Alors, les actions, qu'est-ce que c'est au fond? Le principe est tout simple. On achète une part d'une entreprise. On devient propriétaire d'une toute petite fraction de LVMH, d'Apple ou de n'importe quelle autre société. On peut faire ça en direct, mais le plus souvent, on passe par un fonds ou un ETF. Vous avez, c'est une sorte de panier qui contient des centaines d'actions différentes. L'objectif, c'est bien sûr de miser sur leur succès futur. Ce qui est génial avec ce langage, c'est son potentiel. Historiquement, c'est la classe d'actifs qui offre la plus forte croissance sur le long terme. Mais attention, c'est une langue qui peut être, disons, assez brutale. La volatilité est très forte et il faut s'attendre à voir son portefeuille chuter, parfois lourdement, pendant les crises. C'est un peu le prix à payer pour la performance. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce langage est fait pour le long terme. Il faut être prêt à laisser son argent travailler, à accepter les hauts et les bas de l'économie pour, au final, en récolter les fruits. On passe maintenant à une langue beaucoup plus calme, moins exubérante, mais qui est tout aussi essentielle. C'est le langage de la stabilité, celui des obligations. Si les actions, c'est être propriétaire, les obligations, c'est être prêteur. C'est une super analogie. En gros, on prête de l'argent soit à un gouvernement, soit à une grande entreprise, et en échange, on reçoit des intérêts réguliers. Un peu comme un loyer sur son argent, avant de récupérer sa mise de départ à la toute fin. Le gros avantage ici, c'est la prévisibilité. Les obligations, elles agissent un peu comme un amortisseur quand les marchés d'actions se mettent à paniquer. Le seul truc, c'est qu'il faut garder un œil sur les taux d'intérêt. C'est simple. Si de nouvelles obligations sortent avec un meilleur taux que la vôtre, eh bien votre ancienne obligation devient moins intéressante et sa valeur baisse. Logique. C'est donc le langage parfait pour quiconque cherche à calmer le jeu dans son portefeuille ou à s'assurer une source de revenus plus stable, par exemple à l'approche de la retraite. On continue notre apprentissage avec une langue bien ancrée dans le monde physique, le langage du tangible. Ici, on a deux dialectes assez différents mais qui peuvent bien se compléter. D'un côté, on a les matières premières et de l'autre, l'immobilier. On commence avec les matières premières, qui sont un peu les fondations de notre économie. L'or, le pétrole, le cuivre. Évidemment, on ne va pas acheter un baril de pétrole pour le stocker dans son garage. Non, on investit via des produits financiers, comme des ETF. On en a déjà parlé, ces fameux paniers d'actifs qui se contentent de suivre l'évolution de leur prix. Leur grand intérêt, c'est que leur prix ne bouge pas forcément en même temps que celui des actions. C'est donc un super outil de diversification. Par contre, il ne faut pas s'attendre à recevoir des dividendes et les prix peuvent être très très cycliques. Ce langage est donc surtout utilisé par ceux qui veulent ajouter une couche de protection à leur portefeuille, en particulier contre l'inflation. Parce que, logiquement, quand le coût de la vie augmente, le prix des matières premières qui servent à tout fabriquer a tendance à suivre le mouvement. L'autre dialecte du tangible, c'est bien sûr la pierre. On peut acheter un bien pour le mettre en location ou alors investir de manière plus simple via des fonds spécialisés qui vont gérer tout un parc immobilier et distribuer les loyers aux investisseurs. L'immobilier, ça offre la perspective de revenus réguliers grâce au loyer. Mais la grosse différence avec les actions, c'est la liquidité, ou plutôt son absence. On ne vend pas un appartement en un seul clic comme on vend une action. C'est un vrai engagement sur la durée. Ce dialecte s'adresse donc aux profils plus patients, qui recherchent un revenu complémentaire et qui sont bien conscients que leur capital sera engagé sur le très long terme. Allez, on attaque la dernière langue, la plus jeune, la plus volatile et sans aucun doute la plus controversée, le langage du futur, celui des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est une toute nouvelle catégorie d'actifs. C'est numérique, c'est décentralisé, ça représente une vraie rupture technologique. Le potentiel est perçu comme immense, mais le risque, lui, l'est tout autant. D'un côté, on a un potentiel de croissance qui peut être absolument explosif, et de l'autre, une volatilité extrême. On parle de variations bien plus violentes que pour les actions, une réglementation qui est encore floue, et un risque bien réel de tout perdre sur certains projets. Ici, il faut être super clair, c'est un langage à pratiquer avec une extrême prudence.
Il est réservé à une toute petite partie, bien contrôlée et spéculative du portefeuille, pour des investisseurs qui comprennent et acceptent le risque de perdre l'intégralité de leur mise. Pour résumer tout ça, on pourrait se le formuler de manière très simple, un peu comme ça. Ok, les actions, c'est pour le rendement long terme. Les matières premières, c'est pour diversifier. Les obligations, bon, ça rapporte pas grand-chose, mais c'est stable. Et les cryptos, un tout petit peu c'est bien, mais trop, c'est dangereux. C'est une excellente façon de synthétiser le rôle de chaque langue. Au final, l'idée principale à retenir, c'est qu'aucune de ces langues n'est meilleure qu'une autre en soi. Elles ont toutes une fonction, un rôle bien précis à jouer. Tout l'art de l'investisseur polyglotte, c'est de savoir les combiner intelligemment pour construire un portefeuille qui correspond vraiment à ses propres objectifs et à sa tolérance au risque. Et voilà qui conclut notre tour d'horizon de ces grandes langues de l'investissement. La question qui se pose maintenant, c'est par quelle langue commencer son apprentissage pour construire son propre dialogue financier ? La réflexion, elle, ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.